Bienvenue à toutes et à tous, c'est Sébastien Bruno-Durand, le créateur du podcast indépendant Parlons de votre mental. Après une première saison avec 20 épisodes, avec des invités issus d'univers très variés, je repars à la rencontre d'incroyables personnalités qui, je l'espère, vous inspireront dans votre quotidien et viendront booster vos ressources psychologiques pour être performants dans vos réalisations personnelles, professionnelles, sportives et vous aideront à être bien dans vos baskets. Nos invités se livreront cette saison à un portrait chinois, parleront des actualités et projets qui les animent et des qualités mentales qu'ils utilisent depuis des années. Soft skills, confiance en soi, motivation, gestion des émotions, gestion des échecs, ainsi que leur capacité à rebondir pour toujours aller plus haut, plus loin, en étant toujours positif. Excellente écoute à toutes et à tous et découvrons avec plaisir notre invité du jour. Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de pouvoir accueillir dans ce nouvel épisode Jean-Christophe Seznec, un psychiatre, médecin du sport, mais également auteur de nombreux livres, 11 à son actif, dont un qui a attiré mon attention, qui s'appelle Débrancher votre mental. Il est également spécialiste en thérapie comportementale et cognitive, et également co-créateur du site internet ThinkCare. Donc voilà, je vais sans plus attendre vous le présenter. Salut Jean-Christophe. Bonjour Sébastien, merci de ton accueil. C'est avec grand plaisir, une grande aussi excitation que je suis ce matin prêt à t'interviewer. Je te remercie vraiment de nous laisser cette plage horaire dans ton agenda bien chargé. Ouais, c'est un très grand plaisir que j'ai de participer à ton podcast et puis éventuellement de partager différentes choses qui pourraient intéresser ton public. En tout cas, c'est très sympathique de me faire un peu de place dans ton émission, dans ton podcast. Merci à toi. Est-ce que tu pourrais, alors je t'ai un peu présenté brièvement, mais est-ce que toi tu pourrais nous élargir un peu cette présentation que j'ai pu faire en nous parlant un petit peu de ton parcours, par exemple? Oui, donc je suis médecin psychiatre. Maintenant, je travaille en libéral, même si j'ai une carrière universitaire puisque j'ai été chef de clinique. J'appartiens encore à l'unité INSERM 10-18. Pendant très longtemps, j'étais psychiatre parisien et puis comme j'essaie d'appliquer ce que je propose à mes patients, j'ai voulu me rapprocher de ce qui compte pour moi. Et ce qui compte pour moi, c'est mes origines et ma vie en Bretagne. Donc je suis parti il y a pas très longtemps, il y a 1 an et demi, vivre en Bretagne. Et puis comme je crois qu'il y a des opportunités à toute chose, et le Covid a été une opportunité pour moi. C'est particulier dans le bazar que vivent beaucoup de gens, mais en fait ça a mis beaucoup de gens, ça sensibilise beaucoup de gens à la téléconsultation, ce qui fait que je fais de la téléconsultation. J'ai la chance de pouvoir faire de la téléconsultation de Bretagne, donc ça me permet de garder tous mes patients parisiens et même d'ailleurs et même de l'étranger, parce que on oublie qu'il y a beaucoup de Français à l'étranger qui ont besoin d'une prise en charge. Donc j'ai pu bouger tout en m'ouvrant des opportunités. Donc je continue à être psychiatre libéral, mais en Bretagne pour les gens qui viennent d'un peu partout. Donc je fais, comme tu l'as dit, des thérapies comportementales et cognitives, mais je fais plus précisément en fait de la thérapie ACT, de thérapie de l'acceptation et de l'engagement, qui est une thérapie comportementale et cognitive dite de troisième vague. La première vague, c'est Pavlov, il y a un comportement qui nous embête, on essaie de le changer. La deuxième vague, c'est une vague cognitive qui a été développée par Beck, qui est ce fameux psychologue qui est mort tout récemment, qui nous a tous attristés. L'idée, c'est que notre cerveau nous vend des pensées automatiques et puis on essaye de trouver des pensées alternatives et on fait de la restructuration cognitive. Et dans la troisième vague, on se sent beaucoup plus dans l'instant présent et sur les émotions, et on trouve plein de thérapies comme la méditation, la pleine conscience et aussi de la thérapie ACT, thérapie de l'acceptation et de l'engagement, qui sont des techniques très pratiques, très pragmatiques. Et en fait, ce qui est formidable, c'est que la psychothérapie a beaucoup évolué, elle est devenue très pratique, très technique. On vient plus ici pour raconter sa vie, mais pour vraiment travailler sur des sujets. Et puis j'interviens beaucoup en entreprise, je suis consultant, je fais des conférences, j'ai un côté aussi spin docteur, je fais beaucoup de conseils et de coaching, j'enseigne dans différents diplômes en méditation, en coaching, je fais beaucoup de choses. Puis l'une de mes particularités, c'est que après avoir fait des années d'études pour essayer d'être intelligent, j'ai fait des années d'études
études pour essayer d'être très con. C'est-à-dire que j'ai fait des études de clown. Et un clown, c'est un compliment de lui dire qu'il est très con. Ça m'a donné une flexibilité mentale pour pouvoir jouer de l'instant, et faire un pas de côté pour regarder différemment la vie. Et j'utilise beaucoup de techniques de clown, l'air de rien, en psychothérapie, même si les gens savent pas d'où ça vient mes techniques, parce que l'idée c'est pas de mettre un nez rouge, c'est beaucoup plus subtil que ça, et ça m'aide aussi dans les ateliers que je fais en entreprise ou en team building pour essayer de finalement d'aborder de façon ludique et dans le corps l'instant présent, le rapport à nos émotions, le rapport à nos fragilités, parce que nous sommes tous des êtres émotionnels, des êtres avec une part de fragilité, et c'est ce qui fait tout notre intérêt. Il y a il y a un documentaire que je trouve génial qui s'appelle Tout va bien, le premier commandement du clown, que je conseille de voir, qui suit pendant des années des étudiants clowns, pendant 2 ans, et il y a un professeur de clown qui dit à ses élèves: on admire les acrobates et on aime les clowns. Alors je sais pas vous, mais moi je préfère être aimé que admiré, et pourtant on passe notre temps à essayer d'être admirable, quitte à monter très très haut et à se casser la figure et à se faire très mal, alors que le clown, il naît de sa fragilité, de son ridicule, de son bide, et c'est tout un travail aussi de présence à soi, de savoir faire de la place à notre sensibilité, à notre fragilité, parce que c'est ça qui nous rend aimables. Voilà, je parle beaucoup, mais c'est notamment mes sujets d'intérêt, et c'est ce regard-là que je propose et que j'ai envie aussi de vous proposer aujourd'hui. C'est avec plaisir qu'on t'écoute, et je suis très attentif à tout ce que tu peux nous dire. C'est vraiment très intéressant, notamment cette thérapie du clown. C'est vrai que on est de moins en moins relié. Alors je sais pas si c'est on va dire le digital qui fait ça, mais on est quand même de moins en moins relié à nos émotions. On est vraiment beaucoup dans comme tu disais, dans l'image, dans le paraître. Il y a un biais avec les outils des réseaux sociaux, c'est que moi je dis souvent que on a tous une vitrine et une arrière-cuisine. Or dans les réseaux sociaux, on essaye de se montrer bien, donc on montre notre vitrine, ce qui fait qu'on a l'impression que tout le monde a des vies extraordinaires, et comme on compare notre vitrine à la vitrine des autres à notre arrière-cuisine, ça crée un décalage où ça peut être source de souffrance, parce qu'on se dit je suis nul, je suis pas aussi bien qu'un telle personne, il réussit mieux, il a une vie plus sympa, tout ça. Mais il y a une comparaison qui est inégale, et les réseaux sociaux favorisent beaucoup ça. Et le digital aussi favorise beaucoup le jugement et le commentaire, alimenté par cette machine à comparer qui peut nous faire du mal. Et c'est important aussi d'avoir pleine conscience de cette distorsion de la réalité qu'a le digital et les réseaux sociaux. Ouais, tout à fait. Je pense que c'est important que les gens en prennent conscience, quoi. Donc et de pouvoir aussi à un moment donné faire des pauses, lâcher son téléphone, lâcher son ordi, aller faire un tour dans la nature, aller contempler le ciel, les oiseaux, se recentrer un peu sur soi et oublier un petit peu on va dire tout ce qui est informatique, numérique, digital, pour penser un petit peu à soi. Le podcast cette saison commence toujours par un petit portrait chinois. Est-ce que tu serais d'accord pour te prêter à ce petit jeu de questions? Tout à fait, lançons-nous. Alors l'objectif c'est d'apporter ta réponse et de la justifier à chaque fois. Quelle est ta couleur préférée? Le noir. Le noir, pourquoi le noir? Parce que ce qui me vient, c'est une question d'actualité. Demain, il y a le match France-Nouvelle-Zélande, et c'est la couleur des All Blacks. Donc, et pour les All Blacks, c'est une couleur finalement de paix et d'ouverture. Puis c'est une couleur qui permet que beaucoup de choses se contrastent, que les couleurs se contrastent sur ce fond noir. Donc j'aime beaucoup le noir au final. Si tu devais choisir un livre, lequel choisirais-tu? Le livre de Michel Dallaire, qui est un très grand professeur de clown, qui est décédé malheureusement, qui a écrit un livre qui est auto-publié, qui s'appelle Le clown, l'art et la vie, qui est vraiment un livre qui est fait de petites phrases qu'il disait dans ses cours, que chaque phrase est comme un mantra qui aide à vivre, et pour moi il résonne presque comme une bible pour moi, et je trouve que c'est un livre formidable. Il est un peu dur à trouver, mais il est extraordinaire, chaque phrase résonne en nous, et un peu comme d'autres livres, comme des gens comme Jean Bobin aussi, qui écrivent des choses extrêmement formidables, qui sont d'une puissance terrible. Mais puis Michel Dallaire a
un parcours très particulier. Hein. Ce qu'il raconte, c'est que c'était un ingénieur. Il a une formation d'ingénieur et le jour où il a fait son premier pas pour son premier travail, il s'est rendu compte le premier jour, non, c'était vraiment pas ça. C'était vraiment pas en harmonie avec lui. Donc il est retourné, il a fait demi-tour pour faire cette carrière de clown. Hein, et notamment il a lancé le clown au Cirque du Soleil, vraiment un très grand monsieur, et c'est une chouette personne. Si tu devais choisir une fleur. La rose. Je suis très fan des roses, de sa fragilité, parce que c'est la fleur. Il y a des très belles couleurs, il y a une multitude dans ces pétales puis c'est la fleur de l'amour, de la délicatesse, et puis il y a aussi des épines, parce que la vie c'est pas harlequin, tout n'est pas doux, il y a aussi des choses qui sont rugueuses. Donc je trouve que la rose concentre tous ces aspects, la délicatesse, la beauté, et puis aussi ses épines. Sans hésitation, la rose. Et puis dans La Belle et la Bête, la belle c'est en cueillant une rose qu'elle se fait attraper par la bête. Et il y a plein de poésie autour de ça. Il y a le Petit Prince avec sa rose, et il y a plein de choses autour des roses. Une couleur de préférence pour tes roses? J'aime bien les roses blanches, en fait. Ouais, les roses blanches. Elles sont belles. Ouais. Si tu devais choisir un objet. Mes lunettes. Je suis très attaché à mes lunettes, parce que des lunettes, ça change notre regard, hein, et à la fois, ça peut changer le regard qu'on peut porter sur la vie. Donc, choisissons bien nos lunettes, hein, et nos scénarios catastrophes peuvent être aussi des paires de lunettes qui déforment la réalité. Et puis, je suis très empreint de musique, et l'histoire des lunettes vient de Buddy Holly. Buddy Holly, qui était ce très vieux chanteur de rock dans les années 50, qui portait des lunettes. Et il faut savoir que plein de gens se sont inspirés de Buddy Holly et des lunettes. C'est comme ça que Elton John s'est mis à porter des lunettes, que Elvis Costello s'est mis à porter des lunettes. Donc il y a toute une histoire du rock à travers les lunettes inspirées de Buddy Holly. Et pour moi, c'est aussi un objet de mode, et un objet très pratique pour moi, parce que ça change mon regard et ça me permet de bien voir. C'est vrai que c'est important d'avoir une bonne paire de lunettes. Si tu devais choisir une innovation. L'ordinateur, parce que l'ordinateur est né avec moi, parce que quand j'étais au lycée, c'est là qu'il y avait les premiers Atari et tout ça, et je crois que j'aurais pas écrit autant de livres, j'aurais pas pu me développer autant sans l'ordinateur, hein, sans toutes les possibilités créatives que permet l'ordinateur. Je me sens hyper connecté à cet objet. Souvent, je me taquine, parce que il faut savoir que au bac, je crois que j'ai eu 5 en français à l'écrit, 6 en philo, donc j'ai eu de très mauvaises notes. Et finalement, aujourd'hui, j'écris des livres. Comme quoi, tout peut changer, tout peut évoluer. Et l'ordinateur a été un outil qui m'a aidé à grandir, a aidé à me développer. Donc c'est un objet une innovation qui m'est très important. J'aurais pu aussi le prendre comme objet, mais c'est mon interface de créativité, de développement. Si tu devais choisir une planète. La Terre, elle est formidable, c'est une chouette planète. La Terre, elle est d'une richesse incroyable. Prenons soin de notre planète, prenons soin de la Terre. Je trouve que notre humanité est dans une adolescence où on est plein d'énergie, mais une énergie un peu destructive. Prenons soin de notre planète, parce que qu'est-ce qu'elle est merveilleuse. C'est vrai, tu as raison. C'est vraiment important de prendre soin de notre planète. Alors souvent, quand on a la chance d'aller dans la nature ou de se balader, on se rend compte à quel point on n'en prend pas vraiment soin, quoi. Donc voilà, c'est un message à tous ceux qui écouteront de ramasser les déchets, de faire en sorte de prendre soin de notre planète. C'est important. Si tu devais choisir un moment de la journée que tu préfères. J'aime bien le midi, ce temps suspendu entre l'éveil du matin, où on est un petit peu chiffonné, et la descente vers le soir, parce que comme je fais de la téléconsultation, je fais 2/3 de mon activité en téléconsultation, donc je me fais une pause chez moi le midi, et le midi ça me permet de faire une pause de respiration, de sortir dehors dans le jardin, de voir la mer, de voir tout ça, et c'est comme une sorte de point d'orgue dans la journée, qui est une belle bouffée d'air, et j'aime beaucoup ce temps du midi aujourd'hui. Et alors à d'autres époques c'était d'autres moments, mais c'est intéressant de voir l'impermanence de la vie. Quand mon sport, c'est le
rugby. Quand j'étais adolescent, j'adorais le matin quand on allait dans le pré pour aller jouer au rugby. Il y a d'autres moments, j'aimais bien le soir, ce temps suspendu du soir. Mais aujourd'hui, c'est le midi. C'est intéressant, hein, je pense tout haut avec vous, hein, mais c'est intéressant de voir que les choses évoluent. C'est l'impermanence du temps. C'est vrai, chaque jour est différent et puis avec nos rencontres, nos lectures, nos expériences de vie, on évolue chaque jour. C'est vrai, tu as raison. Si tu étais une qualité, laquelle serais-tu ? La bienveillance. Je crois que si je suis médecin psychiatre, c'est que la bienveillance est extrêmement important pour moi. Dans la thérapie ACT, on essaye de développer ce qu'on appelle notre boussole des valeurs. Et dans cette boussole des valeurs, on essaye de choisir quelques qualités qui comptent pour nous, qui nous constituent pour nous. Et je crois que si je suis devenu psychiatre, c'est que la bienveillance était importante pour moi, la gentillesse était important pour moi, l'humanisme est important pour moi, et la curiosité est aussi quelque chose d'important pour moi, et puis de rire et de rigoler, parce que sinon je me serais pas intéressé au clown, et j'aime bien cette phrase qui dit jour sans rire, jour foutu. Mais avant tout, s'il y a pas de bienveillance, il y a pas d'humanité, et c'est quelque chose qui fait parfois défaut aujourd'hui, et qui a été cultivé pour que on gagne tous un petit peu en fraternité. Ces dernières années, on a beaucoup travaillé la liberté, mais j'ai l'impression qu'on a perdu en chemin un peu de fraternité, et ça serait chouette qu'on retrouve tous ensemble de la fraternité pour bien vivre ensemble, pour prendre soin de nous et soin de notre planète. C'est vrai, tu marques un point aussi sur lequel je suis d'accord avec toi, sur le fait de se décentrer, d'être un petit peu moins égoïste, de regarder un peu plus les autres, et être bienveillant les uns avec les autres, c'est vraiment important, très important. Si tu devais choisir un mot, je dirais oui. En clown, on apprend à dire oui à tout, puis après on en fait ce qu'on veut. Mais c'est une manière d'être ouvert à ce qui se présente à soi. D'ailleurs, c'est le titre d'un film, d'un célèbre film qui s'appelle Yes Man, avec j'ai oublié cet acteur qui dans sa thérapie apprend à dire oui, et ça lui ouvre à l'aventure. Donc un mot, je dirais je dirais oui. Et une petite dernière pour clôturer ce portrait chinois, si tu devais choisir une saison. Une saison, j'aime bien l'automne, j'aime bien les saisons intermédiaires, l'automne et le printemps. Mais là, comme on est en automne, j'aime bien l'automne parce que notamment en Bretagne, c'est une très très belle saison. Il fait doux, il y a des formidables couleurs, les arbres, il y a un camailleux de couleurs, il y a ce mélange de chaud et de froid, la fraîcheur parfois de l'automne plus la chaleur de la caresse chaude du soleil. Et j'aime bien ce mélange des deux saveurs. Peut-être on serait rencontrés au printemps, je t'aurais dit le printemps. J'adore le mois de mars, c'est l'un de mes mois préférés. Mais là, j'aime bien l'automne et j'aime bien la Toussaint. La Toussaint en Bretagne, c'est vraiment merveilleux, très magique. Bon, merci beaucoup pour t'être prêté au jeu du portrait chinois. Ça nous permet un petit peu de connaître tes goûts, tes préférences, tes sensibilités. On va du coup parler maintenant de ton mental et de mental en général. Si avec le recul, tu devais dire de quoi tu es le plus satisfait dans ton parcours, ça serait quoi ? Une des choses dont je suis assez fier, c'est que le hasard de la vie fait que je suis devenu spécialiste de la trichotillomanie. La trichotillomanie, c'est une pathologie qui touche surtout les femmes, les femmes s'arrachent les cheveux à devenir chauves. C'est une pathologie qui est assez incroyable, et c'est une pathologie que personne connaît, quasiment personne connaît. Et il y a très longtemps, une patiente est venue me voir avec ce problème, et j'ai essayé de décliner mes connaissances autour de cette pathologie. Et en étant curieux, en explorant, en étant dans ce dialogue avec cette patiente, qui m'a envoyé une deuxième patiente, puis une troisième patiente, puis voyant que ça avançait, j'ai appris qu'elle se voyait, et avec plusieurs patients, donc on a fait des groupes thérapeutiques, et donc dans cette exploration, j'ai appris à découvrir cette pathologie, et je suis très fier que finalement que ma curiosité, mon engagement m'ont permis c'est très rare aujourd'hui de s'intéresser à une pathologie neuve. Souvent tout a été écrit à droite et à gauche, tout a été exploré, et puis finalement d'avoir réussi à faire des propositions thérapeutiques qui marche, qui fonctionne, et j'ai plein de gens des quatre coins du monde qui viennent me voir, du moins des francophones, qui viennent me voir pour cette pathologie-là, parce qu'ils sont bien seuls, et de me dire que j'ai pu mettre ma pierre dans la santé, dans la médecine, et de rendre service comme ça, d'éclairer la vie de gens. Je trouve que c'est une belle chose, c'est un bel aboutissement en tout cas, qui fait que je
je peux me dire que pas que j'ai bien vécu, mais que ma vie a valu le coup. Et je trouve que c'est chouette quand on fait quelque chose où on dit que sa vie a valu le coup. J'en parle dans un livre, mon dernier livre qui s'appelle Grandir, vivre, devenir, qui est un livre que j'ai coécrit avec Jeanne Siofachin, cette célèbre psychologue qui s'occupe des hauts potentiels et qui a inventé ce terme de zèbre. Et je l'ai taquiné là-dessus aussi. Elle, ce mot zèbre est rentré dans le dictionnaire. C'est incroyable d'inventer un mot qui rentre dans le dictionnaire. Donc on a discuté, c'est un livre de correspondance qu'on a fait, et on discutait de qu'est-ce qui fait qu'une vie vaut le coup d'être vécue. Et je la taquinais, et je lui dis, toi, après ça, après avoir mis un nom dans le dictionnaire, il s'est passé quelque chose. Et moi, j'ai l'impression que c'est le fait d'avoir avancé quelque chose sur la trichotillomanie. C'est une sorte de fierté pour moi et de pouvoir rendre service à plein de gens qui étaient en souffrance. Oui, c'est très 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 satisfaisant de pouvoir en tout cas rendre service et puis améliorer du coup le quotidien des gens qui sont en souffrance. Donc ça c'est juste génial. Et puis on peut dire que ça va continuer du coup à avancer et puis voilà, c'est un peu la magie de la médecine et de la recherche et du coup dans ton domaine qui est du coup la psychologie, c'est d'arriver à comprendre et à découvrir comment soigner les gens de certaines maladies qu'on peut dire maladies psychologiques. Ouais, je trouve ça chouette d'être dans la découverte et puis de pouvoir apporter quelque chose. C'est pas évident, c'est pas facile et j'ai beaucoup de gratitude à la vie qui m'a permis de faire ma part auprès des gens, de apporter quelque chose. Et il y a un deuxième sujet aussi dont je suis assez fier comme ça. C'est je pratique la méditation et la pleine conscience. Et un jour, l'application de pleine conscience Petit Bambou est venue me voir parce qu'ils ont remarqué qu'il y avait beaucoup de gens qui utilisaient la méditation le soir. C'est-à-dire qu'ils utilisaient les effets pas indésirables, mais c'est-à-dire que quand on fait de la méditation le soir, ça endort, on perd son attention. Donc ils détournaient la méditation pour dormir et ils sont venus me voir pour me dire est-ce qu'on pourrait pas faire une méditation pour favoriser le sommeil? Ça n'existait pas jusqu'alors et je n'étais pas particulièrement spécialiste du sommeil. Et pareil, j'ai employé les mêmes techniques. On parle du mental, mais c'est une façon d'utiliser son mental. Comment observer, comment essayer de comprendre, explorer avec curiosité, trouver les mécanismes. Et j'ai inventé une méditation pour favoriser le sommeil. Et ça m'éclate de me dire qu'il y a peut-être des milliers de gens, je sais pas combien de personnes, je connais pas la fréquentation de Petit Bambou, mais qui s'endort le soir en écoutant ce programme que j'ai fabriqué, que j'ai créé, et que voilà, c'est l'aboutissement d'un travail, c'est l'aboutissement aussi de ce mental qui fait que on prend du temps pour observer, on prend du temps pour comprendre et on prend du temps pour développer quelque chose. Ouais, tout à fait. C'est vraiment super. Alors souvent je pose cette question: que t'inspire la phrase rendre possible l'impossible au prisme de ton parcours? Notamment mes livres. Je disais tout à l'heure que au bac français, à l'écrit, je crois que j'ai eu 5 et au philo, j'ai eu 6. Donc devenir écrivain, c'était pas forcément gagné pour moi. C'était quelque chose qui me tenait à cœur. C'était une envie. Et puis j'ai su rebondir sur les opportunités qui me sont arrivées pour développer ça. Et finalement, maintenant, j'ai écrit plusieurs livres et alors que adolescent, c'était pas forcément possible. Et puis de devenir aussi médecin, parce que je suis pas issu d'une famille de médecins. Je suis un enfant de la République. J'ai fait ce qu'on appelait autrefois un bac D, un bac scientifique. Donc c'était pas forcément gagné avec un bac D d'être médecin. Et donc d'avoir eu tout ce chemin de vie, tout ce chemin de développement, j'ai pas franchi l'impossible, mais voilà, j'ai réussi à développer plein de choses qui n'étaient pas forcément gagnées au départ. Et puis puisqu'on parle de mental,
Donc je vous ai dit que mon sport c'était le rugby et de façon très claire, lors de ma première année de médecine, que j'ai eu du premier coup, ce qui était aussi loin d'être gagné, on a rarement la première année de médecine du premier coup, et j'ai utilisé finalement les techniques mentales que j'avais appris au rugby pour me concentrer, pour bien rentrer dans cette bataille du concours et pour essayer de la gagner. Et vraiment, quand j'y pense, c'est le rugby, cette culture du rugby, cette culture sportive qui m'a permis de franchir cet obstacle de la première année. Justement, puisque tu parles de mental, je vais rebondir dessus. Si tu devais définir ce mot mental, quelle définition tu poserais dessus? Le mental, c'est l'activité de notre cerveau. Notre cerveau, il produit des pensées. Je dis souvent qu'on a deux sources de production de pensées. Il y a l'être humain que je suis, qui fabrique des pensées à travers notre réflexion. Et puis, il y a notre cerveau émotionnel, qui est un cerveau qui nous vient de notre besoin de survie, qui nous vient des hommes préhistoriques, parce qu'il fallait anticiper à l'époque des hommes préhistoriques qu'il y avait un tigre aux dents de sable derrière un rocher, parce qu'une fois qu'on le voyait, c'était trop tard, on était mort. Donc, ce cerveau de survie essaie avec nos émotions, c'est une sorte de dopant intérieur qui nous aide à nous booster pour essayer d'être meilleur que d'habitude, pour nous permettre de nous adapter. Comme dit Charles Darwin, les espèces qui survivent ne sont ni les plus intelligentes ni les plus douées, mais celles qui savent s'adapter. Donc, notre cerveau émotionnel est un dopant intérieur. Alors, le problème de ce cerveau émotionnel, c'est que on a évolué trop vite. On est fait pour vivre à l'époque des hommes préhistoriques. Les hommes préhistoriques vivaient à 20 dans des grands espaces. Maintenant, on vit à 500 dans le métro. Alors certes, il n'y a pas de tigre aux dents de sabre, mais il y a beaucoup de sources de stimulation. Et notre machine à penser, notre mental, est un système d'amplification qui nous joue des tours et qui parfois, de fait de ce système d'amplification, ça nous donne de l'anxiété, ça nous donne des angoisses, de la dépression, et ça nous demande de bien comprendre comment fonctionne ce mental pour l'apprivoiser, le canaliser. Donc le mental, c'est le fonctionnement de notre cerveau, et c'est une mécanique. Il y a des mécanismes physiologiques, biologiques derrière qui sont bien à comprendre, et quand on comprend bien comment ça fonctionne, on sait mieux utiliser son mental au service de notre aventure de vie. Alors, on parle encore de mental. Souvent, on entend avoir un bon mental. C'est souvent soit on le voit dans la presse, à l'écrit, soit on l'entend à la radio. Avoir un bon mental, c'est quoi pour toi? Alors, je dirais pas un bon mental, parce que bon, c'est un jugement. Or, les jugements et commentaires nous jouent des tours. J'aurais plutôt envie de dire un mental adapté, un mental qui fonctionne en fonction de ses intentions de vie et qui nous permettent d'avancer, de nous rapprocher de ce qui compte pour nous, d'être en cohérence avec soi-même. Là, on est dans la thérapie ACT quand je dis tout ça. C'est super parce que du coup, c'est vrai, c'est quelque chose qu'on entend très souvent ou qu'on peut lire, notamment dans la presse sportive. Voilà, il a pas eu un bon mental. Donc du coup sa performance n'a pas été à la hauteur du jour. Voilà, ce genre de trucs qu'on peut lire régulièrement, notamment dans les médias français. Donc c'est pour ça que je te posais cette question. Disons que le mental, l'être humain est un être qui pense et qui a des émotions, et donc c'est une partie de notre humanité. Et donc si on se préoccupe pas du mental, on n'a pas les mêmes performances. Et un truc classique, c'est que vous grimpez avec des enfants en haut d'une montagne, et à un moment donné, ils sont fatigués, à un tournant du sentier, ils sont fatigués. Et puis si vous leur dites aux enfants, oui, mais là, dans 200 mètres, vous verrez, il y a tel endroit, il s'est passé tel événement, il y a eu tel soldat qui s'est passé, vous leur racontez une histoire, et ils vont, alors qu'ils étaient fatigués, ils vont retrouver de l'énergie pour encore aller un peu plus loin. Donc on voit bien que le mental influe sur nos envies, nos performances, et donc c'est quelque chose à bien comprendre, à savoir bien utiliser pour donner le meilleur de soi-même. C'est vrai. Alors toi, pour donner le meilleur de toi-même, en quoi consiste ta préparation mentale? Déjà de bien s'asseoir, de respirer, de faire de la place en soi pour être en pleine conscience d'où on en est, du contexte, et puis de savoir qu'est-ce que je veux vraiment à cet instant-là, pour pouvoir choisir avec intention et bonne volonté ce que je veux faire, tenant compte de ma forme et tenant compte du contexte. Et finalement, j'utilise beaucoup la métaphore de la thérapie ACT. La métaphore de la thérapie ACT, c'est la mer. Les événements de vie, c'est comme les vagues. Les émotions, c'est comme les vagues. Si je lutte contre les vagues, je risque de boire la tasse. Si je veux comprendre pourquoi il y a des vagues, je peux faire des tests jusqu'à la fin de la vie. Donc, vivre, c'est choisir quelle vague j'ai envie de surfer, et comment je vais pas surfer ces vagues n'importe comment, je vais surfer en essayant de me rapprocher de la direction qui compte pour moi. Et puis, si je m'engage pas dans la vie et dans la mer, je finis comme Brise de Nice, coincé sur le bord de la plage.
Donc finalement, c'est de développer en pleine conscience des intentions et de les mener avec bonne volonté, en sachant que on aura des temps forts et on aura des temps faibles, et que l'art de vivre, c'est savoir profiter des temps forts et savoir bien gérer nos temps faibles. Ok, c'est bien dit tout ça. Tout à l'heure, tu nous parlais de Claude. Est-ce que donc du coup l'enthousiasme est pour toi primordial pour le mental? Ben oui, c'est un facteur de motivation, de rire, de s'amuser, de prendre du plaisir. Parce que sans rire et sans humour, finalement, la vie ne pourrait n'être que tristesse, hein, parce que on meurt. Entre deux, il y a qu'un espace vivre. Léo Ferré, ce chanteur, disait que entre deux, il y a que des faits divers. Tâchez de les choisir. Donc finalement, la vie est un immense roller coaster où tout ce qu'on fait est relativement insignifiant, hein, parce que une fois qu'on sera mort, on laissera pas de traces de ce qu'on a fait. Hein, aucun d'entre nous laissera de traces. Puis, comme on voit dans le film Effacer l'historique, qui est sorti il y a 1 an, vu de la lune, tout ça n'a aucune importance. Donc, ce qu'on vit, ce qu'on fait, n'a pas tant que ça d'importance. Donc, au moins dans ce théâtre de la vie, de prendre du plaisir et de rire et de rigoler, c'est un bon moteur pour profiter de cette expérience de vie et d'en faire quelque chose qui vaille le coup. Et oui, c'est important. Comme tu disais, saisir les moments et bien les choisir pour s'éclater entre le moment où on est et le moment où on n'est plus. Tu parlais de l'application Petit Bambou tout à l'heure. Donc l'application Petit Bambou, au-delà du accompagner le sommeil, c'est aussi une application qui permet parfois de se connecter à soi-même. Comment es-tu sensible à ça? Est-ce que c'est important pour toi d'être connecté à toi-même? Qu'est-ce que tu en penses? Ben oui, c'est-à-dire que si on veut vraiment vivre, c'est d'être en pleine conscience de soi. On a montré qu'en fait, on a 2 systèmes neuronaux dans le cerveau. Il y a le système neuronal dit d'action, et puis le système neuronal dit de repos ou par défaut. Le système neuronal par repos, par défaut, c'est ce qui fait que on peut faire 3 stations de métro sans vraiment s'en rendre compte. On est là sans être là. Et il s'avère qu'on a mesuré que grosso modo, on pouvait passer 50% de sa vie en vagabondage comme ça, en mode de repos. Or, la vie est courte et le reste donc autant profiter du maximum de temps de vie que l'on a. Et puis d'être en pleine conscience de ce qui se passe, ça permet de mieux choisir ce qui compte pour nous. Et puis de se libérer d'un tas de comportements automatiques qu'on peut avoir. Et puis quand on s'examine, on se rend compte qu'on fait des choses vraiment avec beaucoup d'automatisme, où on porte des regards automatiques et de jugement sur la vie qui nous empêchent d'avoir la créativité et de faire différemment, nous empêche de faire le pas de côté qui va donner de la saveur à notre vie. Donc de travailler la pleine conscience, ça permet d'être acteur de sa vie et d'être comme le dit le poème Invictus, capitaine de son âme pour bien choisir son destin, pour être maître de son destin. D'ailleurs, c'est la phrase qu'a bien utilisée Nelson Mandela au fin fond de sa prison, parce qu'il savait pas comment il allait, quand est-ce qu'il allait sortir de prison, et donc pour pas être envahi d'angoisse, il se répétait cette phrase du poème Invictus, capitaine de son âme pour être maître de son destin. Donc la pleine conscience aide à ça. C'est un très bon outil pour bien naviguer dans la vie. Et la pleine conscience, c'est l'un des piliers les plus importants dans la préparation mentale, notamment dans le sport. En tout cas, moi, avec les sportifs de haut niveau que je suis, moi, je travaille beaucoup la méditation et la pleine conscience pour pouvoir mieux apprivoiser son mental et que son mental soit un outil pour donner le meilleur de soi-même et non pas une entrave. Et oui, et éviter d'avoir des pensées qui viennent perturber une compétition, enfin voilà, avoir un flux de pensée, d'être centré sur soi, quoi. Et sur ce qu'on a à faire. C'est que la machine à penser peut nous jouer des tours et nous faire des croche-pieds. On va parler un peu de confiance. Est-ce que toi, ta confiance, tu l'as toujours eue ou elle s'est construite au fur et à mesure? Elle se construit au fur et à mesure. En fait, c'est un mot qui est assez galvaudé, le mot confiance, qu'on utilise souvent à mauvais escient. On peut rien faire si on attend d'avoir confiance. Souvent, les gens, ils attendent d'avoir confiance pour faire des choses. Or, ça se passe pas comme ça, la confiance. C'est comme quand on apprend à faire du vélo. Si on veut apprendre à faire du vélo, on se dit
dit je vais apprendre à faire du vélo, j'attends d'avoir confiance pour faire du vélo, on n'y arrivera pas. C'est parce qu'on pratique le vélo, parce qu'on s'est cassé la figure, parce que on a appris en se cassant la figure, qu'on gagne une confiance en soi sur le fait de faire du vélo. Donc la confiance arrive après l'apprentissage. Or souvent, on voudrait l'avoir avant d'apprendre. Et de ce fait, ça marche pas. Et donc, moi, j'ai construit une confiance en moi, notamment dans mes idées, dans ce que je vous partage, dans mes écrits, parce que, comme tout le monde, j'ai appris, je me suis cassé la figure, je me suis trompé, j'ai appris à corriger, à écouter, et tout doucement, en faisant ce travail personnel, ce travail de développement personnel, j'ai gagné une confiance en moi, une aisance qui vous permet de vous parler comme ça, un peu librement, sans écrit, sans savoir à l'avance ce que je vais vous dire, de façon spontanée. Cette confiance-là, cette manière de faire, 20 ans, je l'avais pas. C'est parce que je me suis développé, que je me suis construit, que j'ai gagné cette confiance. Donc, il faut vraiment prendre dans ce sens-là le mot confiance en soi. Oui, mais du coup, tu réponds à la question que j'avais envie de te poser, c'est est-ce qu'il faut se donner le droit à l'erreur? Donc, du coup, j'ai envie de te dire que tu m'as déjà répondu, hein. Mais comment garder confiance quand on subit beaucoup d'échecs? Un échec, c'est déjà un jugement. Donc, gardons-nous de juger les choses. Dans toute chose c'est juste une solution qui ne marche pas. Donc, une solution qui ne marche pas, elle peut nous apprendre quelque chose, elle peut être l'opportunité de quelque chose. La thérapie ACT développée dans le monde de l'entreprise, on appelle ça le design thinking, qui est un mot qui vient de venir à la mode. Le design thinking, c'est-à-dire qu'on se préoccupe pas du résultat, mais plus du chemin qui nous mène au résultat. Et finalement, très vite, on essaye de faire des prototypes. Donc, en faisant des prototypes, tout ne marche pas très bien, mais on apprend de ce qui marche pas. Et l'idée, c'est d'être des apprenants en permanence. Et c'est ça qui nous permet de nous développer. C'est d'être des apprenants. Un exemple très célèbre a été les ingénieurs de 3e qui ont voulu inventer une super colle. Et ils ont inventé une colle de merde. Ils ne se sont pas dit « j'ai échoué ». Ils ont inventé les post-it. Donc, dans toute chose, il y a une opportunité. Et donc, avec mes patients, je travaille ça. Plutôt que de noter leurs échecs, j'essaye de leur apprendre de noter quand ça merde, quelle opportunité ça vous ouvre, qu'est-ce que vous apprenez. Un autre exemple célèbre, c'est Pete Sampras, ce grand champion de tennis. Il se moquait de gagner ou de perdre une compétition. Et ce que je raconte dans mon livre Débranchez votre mental, c'est qu'il se posait, que ça soit une compétition ou un entraînement, il se posait toujours 2 questions. Qu'est-ce qui a bien marché? Pourquoi? Comment je peux m'entraîner pour le répéter, que ça soit pas le fruit du hasard? Qu'est-ce qui est améliorable? Et comment je peux m'entraîner pour l'améliorer? Et avec cette méthode Pete Sampras, finalement, Pete Sampras finissait par tout gagner. Donc, je crois qu'il n'y a pas d'échec. C'est un échec quand on n'est pas capable d'apprendre, qu'on n'est pas capable de saisir l'opportunité d'une solution qui ne fonctionne pas. Ouais, c'est bien vrai. Et en plus, tu me parles de tennis, ça résonne un petit peu en moi qui étais entraîneur pendant longtemps dans le domaine du tennis. Effectivement, Pete Sampras, pendant un moment, il gagnait tout, quoi. Il était sur un nuage et il était inarrêtable, quoi. Et d'une zénitude à toute épreuve. Du coup, si je te dis le regard des autres, est-ce que ça t'évoque quelque chose? Oui, c'est-à-dire que c'est un piège qu'ont beaucoup de gens. C'est-à-dire que ils essayent de trouver de la confiance en eux en fonction des regards des autres, de l'assurance en fonction du regard des autres, ce qui ne marche pas du tout parce que chacun voit la vie selon cette perspective. C'est comme quand on regarde un 6, moi je vois un 6, mais quelqu'un en face peut voir un 9. Donc toute chose est vue de notre contexte. Donc il faut faire attention de pas s'appuyer trop sur le regard des autres parce que chacun voit les choses à sa façon. Puis il y a toujours notre histoire de vitrine et d'arrière-cuisine on voit la vitrine des autres et en fonction de la vitrine des autres on imagine ce qu'ils pensent les autres, alors que la plupart des gens ils pensent à des choses beaucoup plus basiques qu'on imagine. Il y a eu des études qui ont été faites où on donnait un beurre à des personnes et puis à chaque fois qu'ils ça bipait, ils devaient écrire à quoi ils pensaient. Et souvent ils pensent à des choses très triviales. Tiens, ça me gratte, il faut que j'aille acheter du pain, des choses vraiment extrêmement banales, alors que quand on est anxieux, on a un réflexe égocentrique et on a l'impression que tous les regards sont portés sur nous. Et on imagine que les gens pensent à des choses très intelligentes sur nous, alors que pas du tout. Et puis on oublie que les autres en face sont aussi anxieux que nous. Je vais vous donner un exemple. L'une des situations où on est souvent anxieux, c'est quand on passe son permis.
Et souvent, le moniteur auto-école peut être impressionnant pour certaines personnes et peut être source d'anxiété parce qu'on veut réussir son examen de permis. Eh bien, je vous assure que j'ai eu à ma consultation des inspecteurs auto-école qui étaient anxieux de bien faire leur travail et que ça se passe bien avec l'élève qui vient passer son permis. Or, quand on passe son permis, on n'imagine jamais que l'inspecteur auto-école peut être aussi anxieux que de soi. Donc, plutôt que de voir dans le regard des autres un regard de jugement qui est complètement faux, et d'avoir l'impression d'être regardé, eh ben, je vous propose plutôt que d'avoir l'impression d'être regardé, que ça soit vous qui regardez les autres. Ce changement de paradigme change les choses. Et puis, d'avoir en tête que l'autre est aussi anxieux que vous. Et parfois, en vous préoccupant plus de l'anxiété des autres, eh ben, vous êtes gagnant. Et puis, il y a aussi une autre chose dans le regard. J'ai envie de te poser une question, Sébastien. Est-ce qu'il y a un aliment que tu détestes? À vue d'œil, non, pas comme ça, non, je mange quasiment tout. Moi, je déteste la cervelle, ça me rappelle le travail. Ou que t'aimes pas très bien, beaucoup. La cervelle, j'ai jamais goûté. Alors, trouve-moi un aliment que t'aimes pas beaucoup. Un aliment que j'aime pas beaucoup, la macédoine. D'accord. Est-ce que parce que t'aimes pas beaucoup la macédoine, c'est un aliment sans valeur? Non, parce qu'il a une certaine saveur en bouche, c'est seulement que moi j'apprécie pas sa consistance. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que c'est juste que c'est pas à ton goût. Eh ben, les êtres humains, c'est pareil. On peut pas être au goût de tout le monde. Mais c'est pas pour ça que ça nous retire de la valeur. Et donc, c'est important de savoir que on peut pas plaire à tout le monde parce que chacun a ses goûts. Mais c'est pas ça qui retire notre valeur. Donc, il faut rester bien ancré sur la valeur que l'on a et pas se laisser détourner parce que ce qu'on imagine de l'autre et le goût que peut avoir l'autre. Donc, le regard de l'autre, attention, il peut être source de plein de dysfonctionnements. Et en même temps, c'est bien de rencontrer les autres. Moi, j'aime bien cette phrase, je sais plus quel auteur l'a dit, j'ai plaisir à vous voir parce que ça me donne des nouvelles de moi. Donc, dans l'échange avec l'autre, on apprend des choses. Et dans le travail, notamment dans le travail artistique, où l'entraîneur peut avoir un regard qui nous enrichit, qui nous apprend des choses pour nous. Mais il doit être pareil, toujours fait de bienveillance, dans une construction et dans un partage ensemble. Mais ça doit pas être un regard de jugement et de commentaire. Et du coup, ça permet on est face à des personnes qui ne croient pas forcément dans nos projets ou en nous, du coup, grâce à ça, de pouvoir, quand on connaît sa valeur, du coup, de pouvoir continuer à aller de l'avant. Oui, tout à fait. Nous sommes le capitaine de notre vie et c'est à nous de diriger en fonction de ce qui compte pour nous et puis de tirer apprentissage de ce qui fonctionne et ce qui fonctionne pas pour essayer de rester cohérent avec soi-même. Et puis, la vie est une aventure. Ça se passe jamais comme on a prévu. Mais c'est en même temps, c'est ça qui est chouette, c'est que c'est une aventure. Je reviens sur le clown. Est-ce que c'est une technique pour toi, donc cette thérapie du rire, pour rester positif au quotidien? Alors le clown, c'est pas une thérapie du rire, parce qu'un clown, s'il est triste, c'est un clown triste. Alors il y a le yoga du rire qui est quelque chose qui est utile, mais le clown, il est lui-même. Il joue de lui-même. Il apprend à jouer de sa fragilité et il fait de la pleine conscience, de la méditation, l'air de rien. Et puis il apprend à jouer de l'instant présent. Si je reprends mon image du surf, il fait du surf freestyle. Il s'amuse de l'instant présent. Ce qui fait que il met moins d'importance et moins de gravité à la vie pour pouvoir en jouer. Et donc, ça muscle notre flexibilité intérieure et ça muscle notre créativité. Est-ce que ça en fait quelqu'un de plus positif? Pas forcément. Après, on a tous. C'est un jugement, pareil, le positif. J'en reviens toujours, on regarde, on apprend, ça développe notre flexibilité et on regarde surtout à mieux fonctionner. Et quand il y a un événement triste, c'est triste. On va parler un peu de motivation. Est-ce que tu as des trucs à toi qui te permettent de te motiver dans ce que tu entreprends? Oui, de me poser la question de ce que je veux vraiment. Est-ce que je le veux vraiment? De bien définir mon intention. Et de donner du sens à ça. En quoi c'est important? C'est vraiment important pour moi. Et puis aussi, ce qui me motive, c'est que je sais que toute chose est une expérience. Et donc, on n'atteint pas forcément son but, mais que dans le chemin dans lequel je vais m'engager,
Ça va peut-être être l'occasion de découvrir des choses et puis peut-être de m'amener ailleurs que j'avais pas prévu, un peu comme Christophe Colomb. Il a découvert l'Amérique au lieu des Indes, mais c'est aussi chouette. Oui, effectivement. On va parler un peu de gestion des émotions. Donc, tu es un spécialiste de la gestion des émotions, mais malgré tout, est-ce que tu as déjà rencontré des moments de forte pression dans ta carrière? Et comment as-tu fait pour les gérer? Oui, j'ai connu des moments de forte pression puisque les concours de médecine sont particulièrement durs, sont parmi les concours les plus durs d'un cursus scolaire. Hein, c'est une vraie épreuve. Et donc, notamment le concours d'internat pour devenir spécialiste, c'est un concours extrêmement dur. Hein, il y a tellement d'émotions que des fois, on sait même plus que 2 plus 2 font 4. Et ça demande de rester très concentré, d'être très focusé et d'avancer pas à pas, et puis surtout de pas se concentrer au résultat, parce que si on pense au résultat, penser à gagner, ça fait penser qu'on peut perdre. Dès qu'on pense en résultat, ça crée une pensée anxieuse qui va avec. Donc c'est l'idée que j'avance pas à pas en faisant le mieux que l'on peut pour traverser l'émotion et utiliser l'émotion comme une sorte de dopant intérieur, parce que c'est une force extraordinaire, l'émotion, qui nous permet de donner le meilleur de soi-même et pas en faire quelque chose qui va nous ronger de l'intérieur. Oui, du coup, tout à l'heure, tu disais que tu t'étais servi de ce que tu avais appris au rugby pour tes études de médecine. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu du coup comment tu as transféré ce que tu as appris au rugby dans tes études de médecine? Oui, c'est-à-dire que c'est d'avoir un goût de la bataille, d'être dans cette intention de la bataille, de pas me laisser polluer par mes pensées. Il y avait cette phrase qu'on dit au rugby, plus c'est gros, plus ça tombe dans le plaquage. Donc c'était un gros truc le concours de médecine, donc d'y aller vraiment, d'être engagé et en rugby on dit qu'il y a des temps forts, il y a des temps faibles, et gagner un match, savoir gérer les temps faibles. Donc c'est vraiment d'être dans l'instant présent, de profiter des temps forts et de gérer les temps faibles, même si parfois il y avait des moments où c'était plus difficile, mais de rien lâcher, de continuer, de faire ce qu'il y a à faire en se disant j'arriverai bien quelque part. Et puis finalement, je suis arrivé à réussir mon concours de médecine en ne lâchant rien, en étant vraiment bien concentré sur ce que j'avais à faire instant par instant. Et donc j'ai travaillé autant le premier jour que le dernier jour pour donner à chaque instant le meilleur de moi-même. Tu parles de concentration. Est-ce que tu disais être concentré instant par instant, du coup pour pouvoir rester concentré, comment tu fais? Tu es vraiment, comme tu dis, instant par instant et focus sur une action bien précise et tu vas pas à pas, c'est ça qui te permet de rester concentré? Tout à fait, d'être bien focusé sur l'action qu'on choisit d'avoir à cet instant-là, hein, et de pas se laisser avoir par les jugements, les commentaires, pas dériver dans le futur ou dans le passé, d'être vraiment là dans l'action, dans ce qu'on fait et connecté à son action. Donc on va dire que pendant ces études, tu as été déterminé à ne rien lâcher pour avoir ton concours. Tout à fait. Donc on arrive du coup à la fin du podcast et du coup je te remercie pour toute cette richesse de réponses à mes questions. Si tu devais nous donner le mot de la fin pour conclure ce podcast, ça serait quoi? C'est doser, parce que c'est comme au loto, hein, tous les gagnants ils ont joué. Donc doser de jouer à la vie. Puis de toute façon, la vie c'est une expérience. Donc toute expérience, il y a une vue à profiter. Il faut profiter de la vue de la vie. Puis de pas oublier, pareil, un autre slogan publicitaire, parce que vous le valez bien, de pas oublier que vous le valez bien. J'aime bien que l'anagramme d'audace, du mot audace, c'est cadeau. Et je trouve que c'est très beau, c'est très poétique. Donc, ayez de l'audace, offrez-vous des cadeaux dans la vie. Et les cadeaux que moi je me suis offert, c'est d'écrire différents livres. Et j'aime bien dans les livres que j'écris de faire des choses pratiques et pragmatiques. Et j'espère que ces livres sont des cadeaux aussi pour les lecteurs, parce que j'essaye qu'ils soient très vivants et très pragmatiques, et que dès qu'on les lit, on peut appliquer immédiatement des choses et que ça soit directement opérant ce qu'on lit. Et souvent, et d'ailleurs tout ce que je mets dans les livres, hein, je les ai expérimentés par moi-même pour être sûr que ça peut fonctionner. Beaucoup de joie pour ce podcast. Hein. Je suis vraiment
Ravi d'avoir pu t'interviewer ce matin. Et je te dis un grand merci et on ira lire tes livres et je pense que je mettrai la bibliographie complète de tout ce que tu as écrit dans un petit post pour que les gens puissent aller consulter tout ça, lire et prendre plaisir à découvrir toutes ces belles choses. Merci à toi Sébastien, merci de m'avoir accueilli dans ce podcast et je te souhaite plein de succès dans ce projet très créatif. Merci beaucoup. C'était Jean-Christophe Seznec, médecin psychiatre et auteur du livre Débranchez votre mental pour cet épisode du podcast Parlons de votre mental. J'espère que notre invité du jour vous aura inspiré et je vous donne rendez-vous dès la semaine prochaine avec de nouveau une athlète de haut niveau cette fois-ci pour venir parler de son mental.